poursuivrons, aujourd'hui comme à l'avenir, ces chantiers primordiaux pour préserver, renforcer et protéger notre précieux modèle social. Vous l'aurez compris, nous ne voterons bien entendu pas cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Gérard Leseul. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Notre Assemblée examine la motion de censure déposée par nos collègues députés de la LFI, consécutive à votre 19e recours à l'article 49.3 ce 26 novembre sur le volet dépenses et l'ensemble du PLFSS en nouvelle lecture. Pour la 19e fois, Madame la Première ministre, nous regrettons ce passage en force qui n'aura pas permis la pleine expression du travail parlementaire. Pour la 19e fois, nous regrettons votre absence de dialogue sur un texte pourtant essentiel. Pour la 19e fois, nous exprimons que le compte n'y est pas et que ce projet n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour revenir à la genèse du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous regrettons la méthode utilisée par le gouvernement via une consultation tardive et expéditive des oppositions. Vous n'avez ouvert la porte à aucune discussion sérieuse, à aucune recherche de compromis. Sur le fond, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ne contient pas de réforme d'envergure pour faire face aux diverses crises sanitaires et sociales que nous vivons. Le compte n'y est pas. Face à la crise de l'hôpital public, face aux difficultés des EHPAD, du secteur de la petite enfance et face aux besoins de prise en charge du vieillissement de la population. Pire, dès son origine, ce projet inscrit la sécurité sociale dans une logique d'appauvrissement avec un déficit qui passerait de 9,6 milliards d'euros sur l'exercice 2023 à 20,3 milliards d'euros à l'horizon 2027. Cet appauvrissement de notre système social se fait sur l'autel de la sacro-sainte réduction de ce que vous appelez charge des entreprises. La réduction des cotisations sociales dans une logique de fuite en avant vers toujours plus de compétitivité met en danger notre système social à la française. Nous avons ici un désaccord fondamental. Nous n'acceptons pas de raboter, comme vous le faites, nos acquis sociaux pour faire la course à la compétitivité avec des pays qui n'ont pas de droit de travail, voire qui favorisent le travail des enfants. Les quelques avancées de ce texte, comme la gratuité des préservatifs jusqu'à 26 ans, la simplification de l'attribution de la complémentaire santé ou un début de travail sur la transition écologique du système de santé, n'en masqueront pas l'insuffisance globale. Pour nos hôpitaux, la tarification à l'activité apparaît de plus en plus mortifère et nous devons sortir de ce mode de financement pour remettre le soin au cœur de l'action. La financiarisation de la santé n'est pas le modèle que nous souhaitons. Votre réforme sur ce point est floue et n'a pas fait l'objet de concertation avec les acteurs. Nous dénonçons aussi les insuffisances de l'Ondam qui, mises en rapport avec les effets de l'inflation, n'est pas à la mesure de la réalité des besoins. Après la réforme des retraites passée au forceps, vous tentez, Madame la Première ministre, de passer en force sur un nouveau projet d'austérité. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, un projet d'austérité, de réduction des dépenses au détriment des plus modestes d'entre nous. Plusieurs points traduisent fortement cette politique austéritaire. La participation forfaitaire, soit le prix payé par le patient qui ne sera pas remboursé, passera de 1 € à 2 € par consultation et la franchise par boîte de médicaments de 50 centimes à 1 €. Si cela peut sembler anecdotique à beaucoup d'entre vous, pour certains patients, cela peut peser à la fin du mois ou à la fin de l'année. Cette mesure, dans l'esprit des néolibéraux, est présentée comme un moyen de responsabilisation pour éviter une surconsommation de soins. Mais la réalité de nos territoires, Madame la Première ministre, c'est pas ça. La réalité de nos communes rurales et périurbaines, c'est pas une surconsommation de soins. Au contraire, la réalité de nos territoires, ce sont des personnes âgées qui rencontrent de fortes difficultés pour avoir un médecin traitant. La réalité de nos territoires, ce sont des personnes qui renoncent à se soigner faute de trouver un praticien. La réalité de nos territoires, ce sont des personnes qui doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter un médecin spécialiste après 4, 5, 6,
7 mois d'attente. Alors soyons lucides, sérieux. Malheureusement, aujourd'hui, l'État n'offre plus un système de santé équivalent sur tout point du territoire. Ce n'est pas acceptable. Et vous devriez en priorité vous attaquer à ce sujet. Il y a eu des propositions transpartisanes qui vont dans ce sens, comme celle emmenée par notre collègue Guillaume Garot, dont vous n'avez pas voulu vous saisir. Et dans cette même logique de rabotage, la création d'un malus sur le remboursement des frais de transport dans le cas où le patient refuse un transport partagé pose question. J'ai eu l'occasion de rencontrer des professionnels comme vous et des usagers dans ma circonscription qui ne comprennent pas du tout cette mesure. Ils ont le sentiment d'une décision parisienne inadaptée à la réalité rurale et périurbaine. Rappelons-le, le transport sanitaire partagé existe déjà et est largement pratiqué localement dans le cadre de la bonne gestion des entreprises de transport et en bonne intelligence avec les patients. Un habitant de ma circonscription atteint par une pathologie particulièrement invalidante doit se rendre régulièrement au centre hospitalier universitaire le plus proche pour suivre son traitement, à 30 km de son domicile. Notons que le transport de ce patient est particulièrement délicat en raison d'une incontinence due à sa pathologie. Le taxi qui le véhicule effectue parfois un transport sanitaire partagé, mais en tenant compte des difficultés de ses patients et en adaptant le trajet comme le covoiturage en conséquence. Avec le nouveau dispositif que vous proposez, nous pouvons craindre une vraie dégradation du service au détriment de la prise en charge du patient. De plus, les transports vers les centres hospitaliers ou de santé dans les petites villes drainent un flux moins important de patients que les centres hospitaliers universitaires. Aussi, avec des transports partagés moins évidents et plus longs, certains transporteurs indiquent qu'ils délaisseront certaines destinations. Nous n'acceptons pas de faire des économies de bout de chandelle au détriment des patients et de notre système de santé. Plutôt que de raboter notre système social, il serait de bonne logique d'arrêter d'appauvrir la sécurité sociale avec la baisse permanente des contributions appelées charges dans votre doxa libérale. La limitation d'un arrêt de travail délivré par télémédecine à une durée de 3 jours n'est pas plus compréhensible. Du point de vue de l'accès aux soins, premièrement, car la télémédecine, si elle n'est pas parfaite, est un moyen pour accéder plus rapidement à un médecin. Également, cela voudrait sous-entendre que les consultations en télémédecine ne sont pas équivalentes à une consultation physique. Et alors, si c'est le cas, la question n'est pas la durée de l'arrêt de travail possiblement délivré par un praticien en télémédecine, mais bien le recours à ce mode de consultation. Si la consultation, donc, par télémédecine n'est pas équivalente à une consultation physique, alors nous n'acceptons pas le déploiement de ce dispositif pour résorber les déserts médicaux. Nous avons déjà des territoires avec une présence médicale inadaptée et vous nous proposez d'y développer des pratiques que finalement vous ne jugez pas équivalentes. Alors soyons sérieux, soyons cohérents. Est-ce un mode de soins équivalent? Si la réponse est non, nous devrons en tirer les conséquences. Enfin, mesure emblématique de votre projet, la création d'une ponction des régimes de retraite complémentaire à Agirc-Arrco pour combler les dettes du régime de retraite soulève chez nous une forte opposition, mais aussi chez l'ensemble des contributeurs et des organisations syndicales. L'Agirc-Arrco enregistre un bilan favorable en raison d'une bonne gestion. Il est incompréhensible de sanctionner cette bonne gestion par une contribution au financement de certains autres régimes. C'est par le biais de cette ponction que vous envisagez de financer certaines mesures annoncées pendant les débats sur le projet de réforme des retraites. Dans les débats parlementaires, nous avons proposé des solutions alternatives de financement pour revaloriser les petites retraites et assurer l'équilibre du système général des retraites sans repousser l'âge légal de départ en retraite à taux plein. Ce prélèvement sur les ressources de l'Agirc-Arrco risque, s'il est mis en œuvre, de réduire les marges de manœuvre des partenaires sociaux pour revaloriser les retraites complémentaires. Et dans la période d'inflation que nous connaissons, c'est une mesure injuste et incompréhensible. À l'issue de la navette parlementaire et à la lecture du projet final retenu par 49.3, il est clair que vous avez méthodiquement détricoté les modifications apportées par le Sénat pour revenir au texte adopté en première lecture dans notre Chambre. Les modifications retenues sont mineures et ne changent rien à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur la forme, nous regrettons et dénonçons la mise à l'écart de la représentation nationale dans la construction de ce texte. Et sur le fond, nous déplorons l'absence d'ambition et les coups de rabot qui sont portés à notre système de sécurité sociale.
Le rééquilibrage des comptes de la sécurité sociale ne peut peser uniquement sur les seules dépenses, mais doit aussi s'appuyer sur les recettes, et notamment sur une fine évaluation de l'efficacité des 73,6 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales supportés par la sécurité sociale. Parce que ce projet a été adopté en tordant le bras à la représentation nationale, parce que ce projet n'apporte aucune solution crédible aux difficultés de notre système de santé et de prise en charge, parce que ce projet, votre projet, évite les enjeux majeurs de la santé mentale, de la santé environnementale, de la perte d'autonomie ou de la santé du